Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 51. J'ai toujours eu l'impression d'avoir une faiblesse avec les études en sixte. Une des raisons est que je ne pouvais pas vraiment bien gérer l'étude de Chopin opus 10 numéro 10. Donc, quand j'ai décidé de travailler toutes les études de l'opus 25, j'ai commencé par regarder l'étude 25 numéro 8, qui est une étude de sixte. Aujourd'hui, en utilisant cette étude, j'aimerais parler de la technique des doubles notes et en particulier des sixtes. Double note. Il s'agit donc de jouer deux notes en même temps avec une seule main. Tierce ou sixte en font partie. Au piano, pour jouer deux notes ou plus en même temps, la clé c'est l'attaque des doigts. Pourquoi? Parce que les deux doigts qui jouent les deux notes n'ont pas la même longueur, ce qui rend la simultanéité de l'attaque difficile. Regardons ensemble. Je vois souvent cette position. Pour jouer legato, on tombe beaucoup les doigts et on essaye de se débrouiller avec des mouvements de la main comme cela. Si on joue comme cela, et étant donné la différence de longueur des doigts, cela devient très difficile, sinon impossible de jouer les deux notes ensemble. Regardons sous un autre angle. Dans les pièces de Chopin en double note, c'est souvent marqué legato. Sans penser vraiment, on essaie avec ce mouvement de lier au mieux. Mais pour jouer deux notes ou plus bien ensemble, on a besoin d'une attaque relativement directe et relativement rapide. Un peu comme on jouerait non legato, c'est paradoxal, mais sinon les doubles notes risquent d'être décalées. Bien entendu, cette technique s'applique aux pièces que l'on joue. Donc, en résumant, le travail des doigts est primordial, la manière d'attaquer plutôt directe et rapide. En plus du travail des doigts, il y a une autre chose très importante. C'est l'angle de la main, ou plutôt le dos de la main. Je vois tellement souvent des élèves essayant de prendre les sixtes comme ceci. On sent leur envie d'atteindre les sixtes, mais le but n'est pas d'atteindre les sixtes, ou les octaves d'ailleurs, le but est de contrôler. Bien sûr, il est important de prendre la sixte, mais à condition de la contrôler. Avec cette position, les doigts sont tendus, donc ils ne sont pas prêts à être utilisés. En regardant et en discutant avec votre main, il faut choisir l'angle de dos de la main pour que les doigts exercent leur préhension de la manière la plus naturelle possible. Il faut que vous ayez conscience de la largeur de votre main. Avant de décider que votre main est petite ou grande en regardant par l'extérieur, pensez que la largeur de la main intervient pour beaucoup dans ses capacités. Dans mon cas, c'est très étroit. Regardons ensemble. Quand je serre mon poing et que je mets la main devant les touches, j'ai exactement la largeur de Do à Mi, 3 touches. Quand vous allez réfléchir à la direction de dos de la main, la meilleure chose à faire est de confirmer que pouce et deux travaillent bien ensemble. Dans la position que nous avons vue tout à l'heure, pouce et deux sont bien tendus et on ne peut pas les utiliser. Pour que pouce et deux travaillent ensemble, il faut les utiliser face à face comme une pince. Pour cela, on va légèrement pencher le dos de la main vers le cinquième doigt. Alors, combien on penche?
Cela dépend de la main. Chacun est différent. Bien sûr, il vaut mieux pencher au minimum. Ma main est très étroite. Je suis obligée de pencher pas mal. Mais suivant votre main, cherchez la position qui permettra à pouce et 2 de bouger naturellement. Cette manière de prendre n'est absolument pas la bonne. Quand à pencher dans l'autre sens, c'est-à-dire vers le pouce, c'est absolument à éviter. Le coude sort et cela devient difficile pour tous les doigts. On penche vers le 5e doigt pour libérer pouce et 2 et il puisse bouger librement. Jusqu'à présent, on a vu que les doigts doivent attaquer vite et direct et que la direction du doigt de la main est importante. Dans cette idée, je vais parler brièvement du travail avec l'Opus 25.8. Bien sûr, le choix du doigté est aussi très important. J'ai devant moi les quelques doigtés qui sont marqués sur l'édition Équerre. J'ai essayé plusieurs choses différentes. Comme on l'a vu ensemble, ma main est étroite. Je suis obligée de pencher ma main relativement beaucoup vers le 5e. Dans cette idée, j'ai senti que c'était mieux pour moi de garder en permanence cette direction. Si le doigté m'oblige à faire ce genre de mouvement, je sens que je ne peux pas augmenter la vitesse. Finalement, pour la montée, j'ai choisi un doigté qui utilisait tout le temps le pouce à la partie inférieure. Donc, je parlerai du travail avec ce doigté. Au début, pour que mes doigts apprennent à être actifs et conscients de leurs mouvements, j'ai fait ce genre de travail. Pendant que la partie supérieure joue une note, la partie inférieure en joue 3. Comme cela, pouce et 2 travaillent consciemment. Puis j'ai fait le contraire pour que 4 et 5 travaillent à leur tour. Ce travail apprend l'indépendance aux doigts. En travaillant, j'ai pris bien sûr conscience de la direction de pouce et 2. Ce sera bien aussi de travailler en prenant appui sur une note, tandis qu'à l'autre partie, on répète rapidement 2 ou 3 fois la même note pour gagner en rapidité d'attaque. En mélangeant ainsi différents exercices, on peut développer l'indépendance des doigts en restant aussi conscient de leurs mouvements. Pour ceux qui décideraient comme moi d'utiliser des pouces sur la partie inférieure, l'agilité de ce doigt est indispensable. Dans cette montée se succèdent touches blanches et touches noires. Comme je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, la dernière phalange du pouce est droite sur les touches noires et légèrement repliée sur les touches blanches. Donc, on mélange avec ce mouvement et on bouge avec légèreté. Malheureusement, on ne peut pas garder toujours le même sens et on est obligé de bouger en aller-retour comme cela. La mesure 8. Ici, en plus de l'action des doigts et de la direction du dos de la main, il faut aider avec la souplesse latérale du poignet. Le coude reste stable, seul le poignet est en mouvement. Un mot sur la main gauche. Le travail est le même que pour la main droite, mais il faut ajouter le rôle d'un doigt qui est un peu le machiniste. Quand on regarde la main gauche, il y a un moment une succession de pouces. Il faut monter avec les pouces sur la touche noire. On risque d'avoir un mouvement saccadé. Pour éviter cela, on utilise le 4e doigt de la partie inférieure. On s'appuie dessus en le gardant et ainsi on peut se déplacer souplement sur le mi bémol. Voilà,
Aujourd'hui, j'ai parlé de la technique des sixths. Je voulais absolument me débarrasser de mon sentiment personnel de faiblesse face aux sixths et j'ai donc essayé beaucoup de choses. À un moment, j'ai pensé que c'était dû à ma main trop étroite, mais en réfléchissant à l'action des doigts, à la position du dos de la main et en ajoutant la souplesse latérale du poignet, j'ai maintenant l'impression que je pourrais peut-être arriver à jouer. Si cette vidéo peut aider quelqu'un qui ressent la même faiblesse avec les sixths, j'en serais très heureuse. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à la prochaine fois.